Troisième et dernière partie de notre émission, le numéro de ce jour, on l'a vu, est consacré à la réflexion sur les processus électoraux en Afrique. Mes trois invités, trois grands intellectuels africains, sont restés avec moi pour cette troisième partie, Mercieux, où nous sommes invités à la réflexion. Quelles sont les pistes possibles pour rendre nos élections moins conflictuelles, ou du moins pas conflictuelles du tout, pour qu'elles deviennent, n'est-ce pas, des moments de joie et de fête. Vous avez, Monsieur Vivien Manangou, dans les parties précédentes de cette émission, évoqué la question de contre-pouvoir. Il se trouve effectivement que, quand je prends seulement les 3 prochaines présidentielles sur le continent, on a la justice, souvent la justice constitutionnelle, qui tranche et qui écarte. Là, il y a Domingo Simoes Pereira, l'ancien Premier ministre, qui veut être candidat en Guinée-Bissau, mais qui ne le sera pas, puisqu'un dossier est monté contre lui devant la justice, donc il est recherché par la justice de son pays, il est à Lisbonne. En ce moment, on l'a vu, Maurice Kamto a été écarté par le Conseil constitutionnel camerounais, au motif, bien entre autres, qu'il n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale, puisqu'il avait boycotté les dernières législatives. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam sont recalés par le Conseil constitutionnel ivoirien. Donc, à chaque fois, il y a un appareil, une institution qui dit vous n'êtes pas qualifié, vous ne pouvez pas. Or, ces gens drainent du monde derrière eux. C'est-à-dire, le pays est fragmenté derrière des leaders dont certains sont écartés par la justice. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque eux tous disent ce n'est pas la justice, c'est la politique, c'est le pouvoir exécutif qui a sous ses bottes le pouvoir judiciaire qui est instrumentalisé contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voudrais dire quelque chose. C'est la question, c'était à mon tour de parler. Oui, allez-y, on peut commencer avant d'arriver. La question revient à celle-ci. Oui. Sommes-nous pour une alternance démocratique? C'est autrement la question que vous êtes en train de poser. Oui, c'est ce que la Constitution dit. Si nous sommes dit. pour une alternance démocratique, est-ce que l'on définit correctement les règles du jeu pour que cette alternance démocratique soit effective? C'est ça le problème. Oui. Ou bien on est à même d'instrumentaliser soit la justice pour interdire à certains candidats de participer au jeu. Voyez-vous la situation? C'est celle-là qui se présente. Donc, je voudrais quand même pouvoir rappeler quelque chose, vous me permettez, parce que ça fait 25 ans, j'avais été invité au Sénégal lorsque Wade avait accédé à la magistrature suprême, et j'ai fait une leçon inaugurale sur l'alternance démocratique et développement économique. Alors, je voudrais rappeler ce que disait Cheikh Anta Diop dans le chapitre 12 de son ouvrage « Civilisation et barbarie ». Alors, nous revenons peut-être et on tombera sur ce que Thierry Mouelet disait tout à l'heure, problème des valeurs endogènes. Alors, de la royauté, il dit, si la fonction royale présente des avantages évidents, elle est aussi réglée par un rituel si astreignant que parfois, à tout prendre le sort du roi n'est pas du tout enviable. En effet, la mise à mort effective du roi au bout d'un nombre variable d'années de règne, 8 ans en général, suivant les régions, n'est pas un fait exceptionnel. Elle a persisté, ça et là, à travers l'espace et le temps en Afrique noire. Donc vous voyez bien qu'il y avait l'alternance. Oui. C'est l'alternance. La culture d'alternance est une culture vieille. Voilà. Comme le monde chez nous, finalement. Je poursuis et je chute. Tout récemment, en 1967, un jeune presse nigérian, universitaire, qui avait accepté la charge royale dans sa tribu, en a été victime. Il faillit être tué après la durée du règne prévue par le rite. On mit à sa disposition des policiers, une armée pour le protéger, mais il est mort quand même quelques temps après. Donc vous voyez bien que l'Afrique a bien conscience de ce problème de l'alternance démocratique, ou l'alternance par rapport au pouvoir, pas l'alternance démocratique, l'alternance des systèmes de gouvernance, et qu'il y a des règles qu'il faut absolument respecter. C'est très intéressant ce que vous dites, professeur. C'est absolument ce que je voulais dire dans un premier temps pour laisser la parole à mes camarades. Alors, Vivien Manangou, et ça nous permet d'avancer.
Nous sommes tous d'accord qu'il faut de l'alternance. La question c'est, quel est le mode de légitimation du prochain dirigeant? C'est ça la question. Oui. Comment on opère l'alternance? Puisqu'on est tous d'accord, et ça donne tort à ces intellectuels africains qui nous racontent que l'alternance, ça fait partie de la culture africaine, que le plus important, c'est que le peuple mange à sa faim. Non. On voit à travers Cheikh Anta Diop que la culture de l'alternance est bien profonde dans nos civilisations. Comment on fait maintenant? L'élection telle que le blanc nous l'a enseignée ne marche pas. Comment on fait? Non, alors, c'est pas que l'élection telle que le blanc nous l'a enseignée ne marche pas. Nous, on avait d'autres méthodes. Bon, on ne respecte pas. Alors, on n'arrive pas à respecter les règles de la démocratie électorale. Voilà, on ne respecte pas les règles. Mais moi, je voudrais revenir... Et puis, il faut arrêter de généraliser. Mais on est totalement d'accord. Certains respectent. Bon, on est totalement d'accord. Si, moi, dans mon pays, on ne respecte pas, au Congo ou au Cameroun, mais dans certains pays, on respecte. Totalement d'accord. Donc, arrêtons de généraliser. Bien sûr. Maintenant, si on revient, pourquoi ne respectons pas les règles de jeu dans certains pays? La question, c'est la question, et d'autres l'ont évoqué avant, c'est celle de la patrimonialisation du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir devient une source d'enrichissement pour soi-même, pour son ethnie, pour ses amis. Et donc, à ce moment-là, il faut couper le lien entre cet enrichissement et le pouvoir. Que la politique arrête d'être la source d'enrichissement des hommes politiques, d'une part. D'autre part, si on revient sur l'ingénierie juridique, tout à l'heure, vous avez évoqué la justice constitutionnelle qui vire tout le monde, en tout cas qui est instrumentalisée pour permettre une élection tranquille, généralement du candidat sortant, qui est le président sortant. Mais il faut aller regarder déjà quels sont les modes de nomination des membres des cours ou des conseils constitutionnels. On est totalement d'accord. C'est-à-dire que dès le départ, le système est faussé. On est totalement d'accord. Parce que chacun se débrouille à nommer ses amis, de sorte que ceux-là ont cette obligation, derrière, d'assurer la continuité. Normalement, quand on a la conscience citoyenne, on n'est plus redevable vis-à-vis de... C'est ce que Robert Badinter appelait ici le devoir d'ingratitude. Bien sûr. Ça marche. Manifestement, le devoir d'ingratitude dans nos pays ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, il faut faire différemment. Oui. Il faut faire différemment. Il y a quelque chose qui a fonctionné. Regardez, par exemple, on a fait une conférence nationale au Congo et au Bénin, il me semble, Bénin, conférence Congo, Bénin, Gabon, RDC. Mais il y avait une particularité au Congo, au Bénin, c'est que les conférences nationales étaient dirigées par des prélats. C'est vrai. Et ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné dans la neutralité. Ces gens ont fait preuve de neutralité durant tous les travaux qui ont permis à ces pays-là d'éviter des affrontements ethniques, armés, tout ça. On peut très bien envisager des institutions électorales indépendantes. Ça a moins marché au Togo avec Monseigneur Kodjo. Oui, bien sûr. Mais peu importe. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que... C'est une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut déjà des commissions électorales qui soient le plus indépendantes possible. Absolument. Avec des hommes et des femmes qui ne soient pas issus du sérail politique. C'est très important. C'est très important. Et ça, c'est un élément concret. Rappelons-le très rapidement. Dans beaucoup de constitutions sur le continent, on dit il y a 7 membres à la Cour constitutionnelle. On dit le président désigne 3, l'Assemblée nationale désigne 3, et puis l'autre vient de la société civile, ou bien 9 membres, ou bien 3 viennent de la société civile. Ce qui biaise la chose, c'est que quand le président a la majorité à l'Assemblée nationale, de facto, il se trouve être celui parce qu'ils ne veulent pas l'alternance. Ils ne veulent pas l'alternance. Il y a des parades. Ils ne veulent pas l'alternance. L'alternance, il faut admettre que j'ai gouverné. Mais vous savez, il y a Pierre Rosanvallon qui disait la chose suivante au niveau de l'Italie, au XIVe, au XVe siècle. La nomination du magistrat de la ville. On allait chercher, justement, un magistrat qui n'avait pas des relations familiales avec la cité, etc. Et il n'était que payé qu'au bout de l'exercice, après qu'il y ait eu la reddition des comptes. Ça, c'est important. Donc, vous voyez bien que c'est le problème après la reddition des comptes. Mais le problème de l'Afrique, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, tout être qui a été au pouvoir, même s'il dit, en apparence, je suis pour une certaine forme d'alternance, il bloque le jeu pour qu'il y ait une pérennisation de son système. C'est ça le problème. Donc, d'où vient la nécessité, à mon sens, d'où la nécessité, je chute, d'où la nécessité, à mon sens, n'est-ce pas, de travailler cette ingénierie
juridique, comme vous avez parlé, mais il faut y ajouter le patriotisme et bloquer la possibilité, ce sont les n'est-ce camps pas, de pouvoir. de ne pas Ce sont les camps pouvoir de pouvoir. trafiquer. Je rappelle quelque chose. Vous savez, une seconde. Vous savez, François Mitterrand, lorsque, en 86, qu'est-ce qu'il fait François Mitterrand dans ce pays? On revient à la France. Il fait tout pour empêcher de perdre le pouvoir, jusqu'à introduire la proportionnelle aux législatives et favoriser l'élection pour la première fois des députés d'extrême droite. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait éviter à tout prix la cohabitation. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? D'ailleurs, même quand Chirac taille, au départ, il ne veut pas nommer Chirac. Oui, mais... Il ne veut pas nommer Balladur, il donne des noms comme ça, il fait tout pour bloquer. Et en droit, on appelle ça il est devenu un législateur négatif. Mais comme il y avait des contre-pouvoirs forts qui étaient là, on l'a obligé à une cohabitation. Évidemment. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous évoquons, c'est vrai, mais en réalité, ce qui nous manque dans nos pays, et là on revient à l'éthique, on revient aux hommes, ce sont des contre-pouvoirs. Et là, la notion que le professeur a utilisée, le patriotisme, est fondamentale. C'est-à-dire des gens qui se disent à un moment donné, c'est d'abord la nation avant les intérêts. C'est très important. Hein. Rappel, on doit rappeler que tout le monde n'est pas pareil. Hein. Il y a eu un président de la Cour suprême du Kenya qui a nommé par Uhuru Kenyatta, qui a invalidé, qui a dit tu m'as nommé, mais je fais mon boulot. Voilà. Donc il faut que les juges constitutionnels du continent prennent exemple sur ces gens-là. Thierry Moelleux, il y a un autre point qui est aussi important et qui n'est pas simple non plus. C'est comment on gère ceux qui nous ont gouvernés, qui nous ont mal gouvernés. Parce que c'est la peur de quitter aussi le pouvoir qui fait que certains ne veulent pas partir. Faut-il aller jusqu'à consacrer une forme d'immunité à vie pour eux, de façon à ce qu'une fois qu'ils partent, parce que c'est aussi ça la problématique de l'alternance. Ils veulent partir, mais ils ont peur de partir. Il faudrait peut-être revenir à l'essentiel. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir a, disons, deux aspects. L'aspect coercitif et l'aspect rewarding, c'est-à-dire de bonification, de paiement positivement. Oui. Le problème, c'est que lorsque on cumule les deux, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de dire non et de dire non à plus vaste que soi, c'est-à-dire le peuple, et qu'on a également le pouvoir de gratifier le peuple, n'est-ce pas, de quelques subsides, eh bien, quand on cumule ces deux pouvoirs, eh bien, on ne voit plus la réalité de la vie. La réalité de la vie commence à nous échapper. Et la réalité de la vie est encore beaucoup plus éloignée de nous lorsqu'on a les courtisans tout autour qui sont là pour empêcher le changement. Le changement parce qu'ils ont, n'est-ce pas, leur propre pouvoir et que derrière, s'il y a changement, ils sont les premiers n'est-ce pas, à en pâtir. Donc, du coup, le problème de l'alternance, ce n'est pas souvent tant le président lui-même, mais la cour constituée autour de lui qui a des intérêts énormes qui parfois échappent même au président. Bien sûr. Les rapports qu'ils font au président ne sont généralement des rapports qui les arrangent eux. Absolument. Ils ne disent pas au président. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couches, n'est-ce pas, de systèmes de contrôle de la pensée et des mouvements des populations à l'intérieur des États. Pour revenir à votre question, je pense que justice doit être faite. C'est-à-dire que si on accorde l'immunité à quelqu'un qui a tyrannisé son peuple, les victimes vont encore être pénalisées une deuxième fois. Donc, il faut que l'éthique collective soit, n'est-ce pas, la règle de valeur qui organise le fonctionnement des organisations étatiques et de l'État lui-même, et que derrière l'éthique, il y ait des possibilités, n'est-ce pas, de faire dire le droit, quelle que soit la personne, n'est-ce pas, indexée par le droit. Donc, le droit doit être dit, et il est aveugle. Généralement, on voit... chez nous, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui les Africains, nous avons la règle de Mahat, qui est la règle de l'équilibre, vérité et justice. Équilibre, vérité et justice. Ça ne veut pas dire que la justice est aveugle. Non, la nôtre, elle voit concrètement ce qui se passe et elle indexe le mal qu'on appelle, n'est-ce pas, les Maliens. Et derrière, effectivement. Il faut que la justice soit dite. Les Maliens ont jugé Moussa Traoré sans être vindicatifs, sans être brutaux, mais
il y a eu quand même une forme de justice. Il faut rappeler que les cultures, n'est-ce pas, des terroirs peuvent prévaloir et aider à ce que l'équilibre, n'est-ce pas, dans la justice. Il faut rappeler que l'immunité existe déjà. Oui, pour beaucoup d'ailleurs l'immunité consacrée déjà. Et ça n'empêche pas. Bien sûr. Ça n'empêche pas ces gens de vouloir se maintenir. Pendant l'exercice de leur fonction. Mais comme ils ont 40 ans, toute la vie, ils ont cette immunité-là pour 40 ans. On voit bien que ce n'est pas une solution suffisante. C'est pas une solution. Il faut que la justice passe. Suffisante. Mon souci est vraiment le suivant quand même. Nous avons été à l'origine de l'humanité, à l'origine des sciences, à l'origine des civilisations. Nous sommes aujourd'hui les derniers de la classe. Et ça me pose un problème. Nous avons discuté là pendant quelques minutes pour regarder pourquoi ça ne marche pas au niveau du continent africain, alors que les enjeux sont nettement ailleurs, qui sont des enjeux scientifiques, développement, etc. Alors, on a essayé de savoir, entre ce que disait mon camarade, c'était la possibilité de dire que ce n'est pas spécifique au continent africain, on le trouve ailleurs. Mais c'est pas ça la question, c'est que l'Afrique, en fait, a besoin d'aller plus vite que les autres. Parce qu'elle a été colonisée, et l'hystérèse... Comme beaucoup d'autres pays qui ont réussi. Non, mais je chute. Mais l'hystérèse de la colonisation, elle continue d'exister. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, si on prend le cas d'autres pays... Si on regarde également la nécessité au niveau du Sahel, où justement on veut assurer une souveraineté et qu'on essaye de torpiller justement pour qu'on ne puisse pas... Je pense que là aussi, on voit les choses de façon un peu fausse. Hein. Vous voyez, si vous prenez un pays comme le Congo... On laisse le professeur finir et puis vous... Allez-y. Ce que je voudrais dire, il n'y a pas pour l'instant de solution optimale par rapport... Faisons avec ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est justement le moins imparfait des systèmes gouvernants. C'est quoi ce que nous avons ? La démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais elle n'est pas respectée. Essayons de la respecter. D'accord, je voudrais dire. Okay, essayons de la respecter dans l'immédiateté. C'est ça. Mais je suis d'accord avec Thierry Mouillet qu'il est nécessaire de faire cette rétrospective historique, anthropologique, pour justement bâtir de manière solide les institutions de demain. Puisque l'on sait que le pacte de Mansa au niveau du Mali était en avance en matière de démocratie par rapport à... Et des droits de l'homme. Très bien, merci professeur. Très rapidement, Vivien Manangou. On peut difficilement s'opposer à ce que... Mais oui, bien sûr, il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles. Enfin, et la question est là. Nous avons un problème. Je suis, moi, assez, quelque peu réservé sur la place présumée que l'on accorde encore aujourd'hui aux influences extérieures. Je suis très réservé. Si je vous prends un peu... Parce que si on regarde, par exemple, les influences économiques, souvent, on tient le politique par l'économique. Si vous regardez, dans ces pays francophones-là, la place de la France, depuis les 20 dernières années, la France est laminée sur le secteur économique. Au Congo, elle n'existe quasiment plus sur le plan économique. Pour prendre un pays que je connais bien. Bon, il y a encore Total. Hein. Comment ? Il y a encore Total. Je peux vous dire, regardez ce qu'est Total aujourd'hui. Regardez les derniers chiffres du pétrole, de l'exploitation pétrole. Vous verrez, vous serez surpris. Ce que j'essaie de dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrête aussi avec cette histoire de la malédiction. D'accord ? Cette histoire, vous savez, on disait les pays pétroliers, là, par les pays pétroliers qui concernent le Congo, le Gabon, tout ça, l'histoire de la rente, il faut arrêter avec ça. Nous avons une gouvernance aujourd'hui africaine qui n'est pas sérieuse. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables. Ça, c'est la conclusion heureuse de cette émission. Nous ne sommes pas, parce que quand les Blancs le disent, ça nous fait mal. Et quand certains Africains le disent, ça fait d'autant plus mal que quand tu entends certains intellectuels africains ne sont pas culturellement disposés pour implémenter la démocratie. Mais on a vu que chez certains, ça marche. Chez ceux qui respectent les règles, j'ai rappelé le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, ici, a dit « Mes prédécesseurs ont fait 2 mandats, je ne modifie rien du tout, j'ai fait 2 mandats et je m'en vais. » Sur la question anthropologique, Thierry, la réflexion commence pas à germer sérieusement, mais je ne sais pas si c'est possible. Le professeur l'a dit un peu, et vous aussi, vous l'évoquez. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer une forme de sacralisation du pouvoir qui fait que le parjure en tant que tel soit tellement et fortement sanctionné et que les gens aient peur
de violer leur propre serment. En fait, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible si on change la forme d'État. Pardon. Et si nos États modernes ne sont pas une pâle copie de l'imperfection même des États coloniaux qui nous ont soumis, entre guillemets, pendant quelques siècles. Si on change la forme de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, traditionnaliste, malgré que je sois assis derrière ma cravate, je pense que la chance, je suis en train d'écrire un livre sur l'axiologie de la démocratie, donc les valeurs morales de la démocratie. Je pense que fatalement, les sociétés humaines qui s'en sortent sont celles qui ont dans leur nombril, n'est-ce pas, le nombril de l'ancêtre. Le nombril de l'ancêtre est assis dans mon nombril et son ADN circule dans mon sang. C'est ça ma pièce d'identité, ce n'est pas quelque chose d'autre. Cela veut dire quoi concrètement? Je pense que nous devrions envisager une réflexion sérieuse, anthropologique, sociale et politique qui mette au centre de la réflexion la place des royautés africaines. Les royautés africaines, vous allez voir que chaque fois que ce soit le Moronaba au Burkina Faso qui a des problèmes avec tous les jeunes prétentieux qui veulent contrôler l'État, quand ça les dépasse, ils vont voir qui? Le Moronaba. Ça veut dire qu'au moins, la société africaine qui a gardé quelques éléments d'ancestralité et les Maurides au Sénégal aussi. Et du droit traditionnel arrive à fédérer, parce que telle que la démocratie est aujourd'hui pratiquée en Afrique, elle est plutôt, appelons ça, elle divise jusque dans les foyers, dans les familles. Donc, si on peut faire les royaumes unis d'Afrique, vous allez vous rendre compte que ça peut marcher. Ça paraît utopique, mais tout le monde, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo ou au Bénin, tout le monde a un respect sacré de l'ancestralité et du droit traditionnel. Ce qui fait que si c'est cela qu'on reprend et qu'on met au centre de la réflexion, les épiphénomènes qu'on appelle aujourd'hui la démocratie ou le pluralisme politique, qui ne sont que des moyens parfois qui permettent, qui ouvrent des boulevards de contrôle, n'est-ce pas, par des forces qui échappent aux populations concernées. Merci. Eh bien, ça pourrait peut-être marcher. Il faut avoir le courage de la pensée et de dire que peut-être que c'est une piste qu'il faut envisager, puisque tout le monde respecte la tradition. C'est sans doute une piste, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis moins optimiste on est d'accord. Que le professeur, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les royaumes d'Afrique ne brassaient pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Les intérêts économiques, il y a 5-6 siècles. C'est vrai que nos rapports se sont monétarisés. Exactement. Donc, en fait, on ne fait rien. Non, c'est pas ça. Vous ne savez pas si ça va marcher. Parce que vous êtes dans réflexion. Vous êtes dans la projection négative. Alors que moi, je suis dans une proposition. Merci. Je pense qu'il y a des choses simples qui fonctionnent, c'est de respecter les règles. Merci. Le droit. Merci. Je voudrais juste dire qu'il est nécessaire de faire ce brainstorming. Alors, il ne s'agit pas simplement de faire l'avocat du diable, c'est une ingénierie par laquelle on procède par tâtonnement, effectivement. C'est l'échec et l'erreur. S'il y avait une solution de baguette magique, on se serait sorti. Merci. Et ce que vous avez dit, Thierry, moi les deux, peut peut-être nous amener à retrouver la culture de la sacralité de la parole donnée. Absolument. L'Afrique, c'est le seul continent où il suffit que vous donniez votre parole, on vous croit. On n'a pas de contrat, on ne signe pas de contrat, on n'a pas de tradition écrite. Donc quand le chef donne la parole, on lui fait confiance. C'est le cas du Japon également. Voilà, c'est le cas du Japon. Voilà. On a cette particularité que la parole donnée, elle est sacrée. Oui. Richard Toubé, lorsqu'on ne respecte pas la parole, là, il se fait arracher. Vous parlez de quelle Afrique? Il y a moins d'avocats au Japon. Il y a moins d'avocats au Japon. Il y a moins d'avocats. Parce qu'effectivement... Bon, mais il faut retrouver cette Afrique, justement. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission. Écrasée par la vôtre. Merci. Oui. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour a été consacré à la réflexion sur les processus électoraux en Afrique. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA, la nouvelle chaîne africaine, est désormais sur le bouquet Canal+, canal 573. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.